Qu'est-ce qui se passe là? L'émission est en scope. Je me suis dit, ça serait cool pour la rentrée. Ouais, mais t'es un peu coupé quand même. Ouais, mais bon. C'est toi qui as décidé ça? Bah, Tokuscope. Oui, Je me suis genre, dit, ça serait Toku en scope. oui. Et vu qu'on va parler des films en scope, je me suis dit, pourquoi pas? Il faut pas prendre le titre de l'émission au pied de la lettre non plus. Hein. Ouais, mais c'est plus simple, on a des films en scope, comme ça, il y a moins de différence dans les extraits. Enlève. C'est mieux pour le montage, Enlève, tu vois. enlève. T'aimes pas? Non, non, enlève. Vas-y. Ah, c'est mieux. Voilà. C'est vrai qu'on respire On respire mieux. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va, Jordan, aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va très très bien. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Passez un bon été et j'espère que le tien a été bon aussi. Ça va, très satisfaisant. Et toi, ça va? Oui. Bon, bah, super. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année, septembre, nouvelle rentrée, nouveau défi, nouveau challenge pour Tokuscope. Voilà, donc aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler, Jordan? Alors bien que ce soit l'émission sur la science-fiction japonaise, on va un peu voyager, encore une fois. Encore. Donc, après le mois de juin où on vous avait parlé de Taïwan et de la Thaïlande, on va cette fois partir en Chine, et plus précisément à Hong Kong, pour vous parler de... On va vous parler aujourd'hui de la mythique compagnie Shaw Brothers. Donc une c'est chaud! mythique compagnie hongkongaise qui fut spécialisée dans les années 60, 70 et 80 dans les films de sabre, les films de kung-fu et autres films d'arts martiaux. Dans les Wuxia. Dans les Wuxia. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que cette année, l'un de ses créateurs majeurs, Sir Run Shaw, nous a quittés. À l'âge canonique de 106 ans, pas mal quand même, 106 ans, il faut le faire, donc paix à son âme, à Sir Run. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent parler de la compagnie Shaw Brothers dans une émission sur le tokusatsu? Oui. Pourquoi, Jordan? Eh bien tout simplement, puisque dans les années 70, ils avaient tourné quelques tokusatsu, en fait. Ils avaient essayé d'amener l'esprit voilà. tokusatsu Donc, à Hong Kong. Cette fois-ci, pas comme des remontages comme le Super Riders dont on vous avait parlé à Taïwan ou même Marsmen. Cette fois-ci, c'est vraiment des films originaux, je veux dire des grosses productions faites avec un gros budget pour le studio et pour l'époque, avec des vrais, entre guillemets, des vrais acteurs, avec des vrais techniciens et tout. Pas de reprise. Donc voilà. Alors, sommaire de cette émission, donc notre Toku Focus sera consacré à deux films cultes, donc on avait dit de la Shaw Brothers, à savoir... Donc Super Inframan, le film de super-héros made in Hong Kong. Et le deuxième? Le Colosse de Hong Kong. Parfait. Donc le King Kong hongkongais. Ça fait beaucoup de Hong Kong, hein, tout ça. Le HK Kong. Voilà, le HK King Kong. Parfait. Puis ensuite, donc, on aura la fameuse Toku Cave qui sera consacrée cette fois à... The Holy Maniac. Oui, The Holy Maniac qui est un film de monstre qui mélange cinéma d'exploitation et film de créatures, vous verrez, c'est... Avec des plans nichons. Oui, avec des plans nichons, c'est très, très bizarre, alternatif on va dire. Et enfin donc, le Diko Toku, comme d'habitude. On ira piocher un nom, un mot, voilà, dans la Goodie Box. Voilà, tout à fait. Et donc c'est parti pour un spécial Shaw Brothers. Enfin, la science-fiction crée le surhomme. Inframan. Le film qui présente le super spectacle. Des aventures qui dépassent l'imagination. Voici l'homme bionique. 6 millions d'années-lumière au-delà de l'entendement. Est-ce un homme ou une machine? Des circuits électroniques intégrés aux cellules vivantes du corps humain activés par énergie nucléaire. Le film qui dépasse l'imagination. Inframan, le chef-d'œuvre de la science-fiction. Nous sommes en 1975 et à cette époque-là, la Shaw Brothers se produit massivement moult films d'arts martiaux et de films de sabre et ils décident de se lancer dans un projet complètement différent, à savoir, rien à voir, le film de super-héros. Et ils vont nous pondre un film qui est absolument magnifique, à savoir Super Inframan. Mais de quoi parle Super Inframan, Jordan?
Eh bien, Super Inframan, en fait, c'est l'histoire d'un officier Une section scientifique. Une voilà. section scientifique. Qui s'appelle Leima. Voilà. Qui se retrouve doté de super pouvoirs à la façon d'un Kamen Rider ou d'un Steve Austin. Un peu bionique sur voilà. le bord. Et qui va devoir donc combattre des monstres parce qu'il y a une ville sorcière qui s'est réveillée Dragonmon. Voilà, depuis l'ère glaciaire. Oui, elle a survécu depuis l'ère glaciaire. Survécu, et donc en fait elle revient conquérir le monde et Super Inframan donc va venir pour défendre la veuve et l'orphelin et il va combattre toute une ribambelle de monstres tout aussi colorés les uns que les autres. Et étranges. C'est ça. Que vous voyez depuis longtemps, en fait, c'est ce film-là dont on est en train de parler. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta découverte de Super Inframan ? Alors Super Inframan, en fait, je l'avais découvert grâce à ce DVD qui était sorti chez nous, parce que oui, il y a quand même eu, outre les séries qu'on connaît, les Xor, les Bioman et tout ça, il y a quand même eu des toku qui sont arrivés jusque chez nous en DVD. Et grâce à l'époque à TF1 Vidéo et donc c'était qui, c'était CTV, voilà. Donc Super Inframan était arrivé en DVD dans une super édition en plus, et c'est grâce à ça que j'avais découvert le film. Parce qu'à l'époque j'avais découvert un peu, je cherchais un peu les films asiatiques, j'avais commencé à voir les Wuxia et tout ça, et je me suis dit tiens c'est marrant, on dirait Xor, on dirait Bioman. Enfin, ça ressemble un peu à des séries toku que je connais. C'est vrai. Et du coup, j'ai regardé et j'ai adoré. Ouais, moi aussi, j'ai découvert le film grâce à ce DVD, sauf que moi j'avais entendu parler du film avant, dans le livre The Cranios Monsters, le 2e volume, ils en avaient parlé, donc salut à Jean-Pierre Puters. Et un jour, donc moi à l'époque j'étais un petit peu dans la découverte des films de la Shaw Brothers, il y avait la collection de DVD qui sortait chez Wildside, et d'un coup ils lancent une autre collection, toujours supervisée par notre ami Frédéric Ambroisine, Fred, que je salue. Et là, miracle, Super Inframan sort. Et j'étais dans un état d'excitation assez peu commun. Quand j'ai vu que le film était sorti, je me suis dit, je l'achète direct. Et il faut savoir un truc, dans l'histoire du cinéma, vous avez des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Le Cuirassé de Potemkin, L'Aurore de Murnau, mais vous avez surtout Super Inframan. Car ce film est fondamentalement un chef-d'œuvre. Mais je trouve que ce film, alors dans le genre du cinéma bis, dans tout ce qu'on catalogue cinéma bis, Super Inframan, c'est le top du top. C'est un film absolument génial. Les mecs te disent, ok, en 1h25, on va te faire un film de super-héros avec l'idée la plus basique, comme tu l'as dit, la reine méchante. C'est manichéen. Voilà, c'est manichéen à mort, c'est la reine qui lâche ses monstres sur le monde et le héros va tous leur péter la gueule les uns après les autres. Mais en fait, le truc, c'est, vous imaginez bien qu'en fait, en 1h30, il résume 50 épisodes d'un toku, d'un Sentai, d'un Kamen Rider. C'est ça. Voilà. Ils ont réussi à comment condenser un scénar au maximum sans que ça paraisse totalement zarbi. Et sans que ça paraisse étiré comme dans les séries en fait. Tout à fait. Plusieurs choses à noter quand même dans ce film, c'est que Super Inframan c'est un héros original, mais c'est aussi quand même la somme de tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Oui, parce qu'en fait, donc, Super Inframan c'est assez marrant puisque c'est clairement la synthèse de tout ce qu'il y a eu avant et même tout ce qu'il y aura après. C'est à la fois un Kamen Rider, notamment si vous regardez sur cette affiche, on a clairement l'impression que c'est un espèce d'homme insecte, un peu, on pourrait dire. Ses origines sont similaires au personnage d'Ishinomori. C'est également un Kyodai héros, puisqu'à un moment il peut grandir à la façon d'un Ultraman. 他一出来就遇到了蜘蛛怪，蜘蛛怪的身体庞大，枪弹不入，能够利用身体上的巨爪，可以轻易的置人于死地。 Et
示弱，立即变成了巨人，来对付这个蜘蛛怪。 Et c'est également un pseudo-métal-héros avant la création du métal-héros. Puisque notamment, il y a une scène où il utilise le même rayon laser que Xor, le fameux Z-Beam. Donc c'est assez marrant, je veux dire, de voir que presque 10 ans avant... Mais qui s'appelle pas Z-Beam. Oui, voilà. Mais presque 10 ans avant, puisque Xor, ça apparaît... 82. Voilà, 82. Là, on est en 75. On a déjà les prémices de ce que va être, de ce que va donner en fait ce nouveau genre. 中国超人用闪光刀大战蝙蝠怪。 C'est ça. Tu parlais de Kamen Rider, tout à fait. En effet, la scène d'ailleurs où il est entre parenthèses créé, Super Inframan, c'est une scène où on le voit, c'est une sorte de scène d'opération, un peu moins, beaucoup moins gore que celle des Kamen Rider. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regarde les radios qu'il y a sur le mur, le visage représente énormément plus Kamen Rider que le design final. Exactement. En fait, c'est assez drôle. Exactement. D'ailleurs, quand vous regardez bien la tête de Super Inframan, vous voyez effectivement les gros yeux, et dessous, vous voyez l'espèce de petits trous, comme les casques de Kamen Rider. J'ai quand même une chose à dire sur la photographie de ce film. Elle est magnifique. Bon, à l'époque, la Shaw Brothers, c'était vraiment les tops du top en matière de cinéma hongkongais. Toujours des scopes couleurs absolument magnifiques. Pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'ils allaient chercher des chefs opérateurs japonais. Et dans ce film, le chef opérateur, donc le directeur de la photo, c'est un japonais, Tadashi Nishimoto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vois déjà les gens en train d'être un peu choqués de voir qu'on va parler de films hongkongais. Ce qui est assez intéressant, c'est que Super Inframan, au final, c'est limite un film japonais, mais sûr. Pas fait au Japon. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé de la musique, notamment de Ultra Seven. À un moment, ils ont demandé au compositeur un petit coup de main. Les costumes sont designés par Ekusu Productions. Ceux qui designaient en fait les costumes des super-héros de Toei à la même période. Le chef des effets spéciaux est un japonais, notamment. Il y a énormément de japonais qui sont venus en fait collaborer au truc. Donc c'est limite plus un film japonais. C'est ça. Ce qui explique en fait que fondamentalement on retrouve exactement les éléments et les ingrédients purs du toku. C'est pas une parodie, c'est pas un délire un peu étrange, c'est clairement un tokusatsu pur et dur, et peut-être un des meilleurs qui a été fait. Moi en tout cas, je suis un fan absolu de ce film-là. Si vous cherchez quelque chose de similaire à ce qui se faisait au Japon, mais qui n'a pas été fait au Japon, ça c'est clairement le top du top. Hein. Moi, je me réclame de ce film. En plus, il y a Danny Lee dedans. Danny Lee, que vous verrez plus tard dans The Killer de John Woo. Danny Lee, il était un peu partout. C'était pas encore la force de l'ordre brut qu'il allait devenir plus tard. Et à noter aussi que dans le film, il y a un rôle secondaire qui est tenu par Bruce Lee. Oui, Bruce Lee, l'un des... Peut-être le sosie de Bruce Lee le plus connu de toute la Bruceploitation. Voilà, il joue dans ce film. Ah oui, il y a un autre acteur, je voulais vous parler vite fait. Vous vous souvenez de Dean Check, l'acteur qui pète un câble dans le Syndicat du Crime 2, là, le mec qui devient fou et tout, il est dedans. Il est dedans. Et il joue un mec qui se fait manipuler le cerveau. C'est quand même fou. Non, ce film est génial de A à Z. J'ai quand même un défi pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir. Comptez toutes les explosions qu'il y a dans ce film. Parce que l'univers de Super Inframan est hautement inflammable. Tout dans ce film explose. C'est pas produit par Michael Bay? Non, mais ça, peut-être que Michael Bay l'a vu effectivement, parce que dans ce film, c'est clair, tout explose. Ils prennent à chaque fois la moindre excuse pour tout faire péter. Voilà. Mais c'est tellement génial en fait ce film. Non, mais il y a tellement de trucs. Les monstres sont géniaux. En plus, à chaque fois tu vois un monstre, ils font Super Inframan. Mais c'est vraiment la simplicité à l'état pur. Mais c'est pas idiot pour autant, c'est ça qui c'est premier degré. Oui, mais voilà. C'est premier degré et simple. Le DVD est super, hein, le master est impeccable, il y a quelques bonus intéressants. Voilà. Le seul problème, on va dire, du DVD qui n'est pas un problème, c'est qu'il n'y a pas la VF, alors qu'elle avait été disponible pendant des années en VHS. Mais bon, vous pouvez trouver le DVD aujourd'hui pour... problème de coupe. Peut-être. Je sais pas, j'ai jamais vu la VF. Qu'Inframan est légèrement. Sûrement ça coupé. Correspond pas au master J'ai jamais vu la VF. Donc, c'est les experts dans la VF de Super Inframan, on vous écoute. Mais sinon, vous pouvez trouver le DVD maintenant pour moins de 5 €. Donc, moi, je vous le recommande. Voilà. Si vous réclamez fan de Toku, vous ne pouvez pas vous permettre d'être fan de Toku et de ne pas voir au moins Super Inframan. C'est magnifique. C'est vraiment génial. Deuxième film.
Jordan. Deuxième film. Oui. The Mighty Peking Man, alias le colosse de Hong Kong. Voilà, Alias Goliath. Goliathon. Goliath. Film culte de Quentin Tarantino. Encore un. Voilà. Donc, petite anecdote pour commencer, il l'a sorti dans sa boîte de distribution Rolling Thunder. Oui. Voilà, parce que c'est un des films qu'il a adoré. Il affectionne, il adore Voilà. ce film. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film? Film toujours avec Danny Lee, hein, je précise. Encore avec Danny Lee, toujours avec Danny Lee. Alors ce film, en fait, c'est une démarche beaucoup plus opportuniste que Super Inframan, parce qu'en 1976, donc le film King Kong, le remake de King Kong de John Guillermin est sorti, film assez moyen. Et à Hong Kong, donc à la Showbrothers, ils se sont dit, et si on faisait un rip-off de ce film-là, mais façon bis, quoi, façon kaiju, les gars. Et donc, ils nous ont offert le Colosse de Hong Kong, qui est tout aussi magnifique que Super Inframan, dans un genre un petit peu plus différent. Puisque là, on est à la croisée donc, du kaiju Ega, comme je viens de dire, et du film d'exploitation un petit peu plus pour adultes, on va dire, puisqu'ils sont allés chercher une actrice qui s'appelle Evelyn Kraft, qui est une actrice suisse, donc pour faire une espèce de rip-off de Sheena ou de Tarzan, donc ça joue une espèce de Tarzan. On est dans un film asiatique. Ouais. Et là, il y a une fille blonde, voilà. Donc vous imaginez le côté exotique de la chose. En fait. Parce que dans le scénar, en général, en fait, elle est perdue dans la jungle quand elle est une petite fille, parce que ses parents se crachent dans un avion. Ça me rappelle un certain Tarzan. Ça. Oui, moi aussi, c'est bizarre. Et donc elle est élevée par ce singe géant, ce gorille géant, et plus tard, donc des explorateurs viennent pour trouver le singe géant, et King Kong, voilà, ils décident de le ramener en ville et tout ça. Voilà. Je pense que c'est mon film de singe géant préféré avec le King Kong de 1933. Mais c'est encore à débattre. Parce que, encore une fois, ce film est absolument génial. En 1h30, il y a tout. Et qui l'a réalisé ce film déjà? Alors ce film-là est réalisé par Roman Gua, qui est un des grands, on va dire, faiseurs de la Shaw Brothers. Il a fait plein de films, il a fait beaucoup de films d'horreur, les Black Magic et tout ça. Et il a fait un chef-d'œuvre absolu du Wuxia-Pian, le film de sabre, qui s'appelle Les Griffes de Jade. Le DVD est juste là, à côté de nous. Voilà, Jordan va vous le montrer, qui est une tuerie cosmique. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le, parce que c'est un chef-d'œuvre total. À noter d'ailleurs, pour la petite info, que sur le DVD français des Griffes de Jade, on a justement une interview d'Omen Gua. Parfois avec Ambroisine, toujours. Voilà. Et de certaines actrices avec qui il avait collaboré. Et voilà, en 26 minutes, il relate en fait toute sa carrière à la Shaw Brothers, de comment on faisait des films à la Shaw Brothers. Il parle pas réellement du Colosse de Hong Kong, il l'évoque à la fin, mais il parle plus des Griffes de Jade, de Black Magic et tout ça. Ouais. Mais voilà, il explique clairement comment on faisait des films et il relate vraiment. Très intéressant. Ça, très intéressant. Il nous a quittés depuis, donc c'est un peu dommage. Mais pour revenir sur le Colosse de Hong Kong, les séquences de destruction de villes sont géniales. Ouais. C'est supérieur à ce qui se faisait au Japon avec les Godzilla. En fait, pour ce film-là, ils ont fait venir Sadamasa Arikawa, qui était l'assistant du maître Eiji Tsuburaya. C'est lui qui a supervisé tous les effets spéciaux du Colosse de Hong Kong en compagnie. Il avait sous ses ordres un certain Kiyoshi Kawakita. Ouais, Koichi Kawakita. Qui va devenir par la suite le responsable des effets spéciaux de la Toho sur les films de Godzilla, notamment des années 90. Ouais, de l'RSI, voilà. Donc c'est lui qui avait tout fait, et là il est assistant
sur les effets spéciaux. C'est ça. Autant à l'époque on sentait que la Toho essayait d'économiser un max de fric sur les Godzilla, autant la Shaw Brothers a dit allez-y et mettez le paquet. Je pense que ça a dû leur faire plaisir d'être contactés par la Shaw Brothers pour justement avoir un film aussi friqué, se dire voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. À une époque où justement il fallait se restreindre un maximum. Je pense qu'ils ont dû prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense, on va dire, le seul problème, je trouve, dans les effets spéciaux de ce film, c'est peut-être tout ce qui est maquette de véhicules. Je les trouve assez ratés. Parce qu'on dirait des petits jouets. Ouais, on dirait des jouets, vous savez, les gros camions Playmobil, ça me fait un peu penser à ça, on va dire. mais après, tout ce qui est maquette, tout ce qui est environnement urbain, c'est absolument génial. À un moment donné, dans le film, le singe monte la fameuse tour Connaught, qui est une tour avec des vitres rondes à Hong Kong. Oui. Et c'est magnifique, c'est voilà, et cette tour est vraiment refaite. De même que le costume du singe est 100 fois plus réussi que les costumes de King Kong de la Toho. Ça, il faut l'admettre. C'était pas difficile, mais le singe est vraiment très bien foutu. Ce film-là, je le conseillerais pas forcément aux enfants. Non, c'est un peu... C'est un peu gore. À la limite, Inframan est peut-être plus tout public. Oui, Super Inframan est tout public alors qu'il n'y a pas la VF. Alors que dans le DVD du Colosse d'Hong Kong, vous avez la VF. Mais on va dire que vous avez des scènes, des scènes érotiques carrément. Vous avez des scènes où l'héroïne elle est toujours plus ou moins... Son soutien-gorge se rapetissait au fur et à mesure que le film avance, on va dire. Et bon, vous avez certains plans un peu gore. Vous voyez à un moment donné un mec se faire bouffer la jambe par un tigre. Enfin, ce genre de petites... Et puis le sang. Il y a un gros plan sur la jambe en sang. Il y a une cruauté. Il y a la cruauté du film de genre que tu n'as pas du tout dans Super Inframan. Super Inframan, c'est bon enfant. Là, il y a un peu cette cruauté qui va jusqu'à la fin du film, d'ailleurs. Qui a un final assez surprenant, je trouve. Donc voilà. Ces deux films sont absolument géniaux. Véritable, on va dire, témoignage aussi de l'artisanat tokusatsu, même si c'est pas au Japon. Ce sont deux films qui se complètent. Mais encore une fois, c'est pas au Japon, mais c'est fait avec des Japonais. Avec des Japonais. Voilà, ça en est. Voilà. Ça en est. Voilà. Est-ce que c'est la nationalité du genre, ou est-ce que c'est la nationalité du film, ou est-ce que c'est la nationalité des effets spécialistes ça, c'est un qui petit peu définit le fait que c'est un toku? C'est un petit peu le débat. Enfin, moi personnellement, je pense je peux parler au nom de nous deux. Je pense que nous, on est vraiment des gros fans et on se réclame de ce genre de film. Hein. C'est vraiment les deux. Vous les regardez en back-to-back, vous êtes sûr de passer une super soirée avec vos potes cinéphiles. Voilà, quelque chose à ajouter, Jordan? Non, tout est dit. C'est parfait. On va continuer sur Omengwa avec The Holy Maniac dans la Toku Cave. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est qu'à la Shaw Brothers, ils ont produit pas mal de films d'exploitation et notamment beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films avec un contenu en général très surnaturel. Notamment, on avait parlé des Black Magic, donc de Omengwa, notamment, c'est des films, comme le titre l'indique, des films de magie noire. Voilà. Et juste avant le Colosse de Hong Kong, il a réalisé un autre film, un film de monstre, qui s'appelle The Holy Maniac. The Holy Maniac, c'est pas du tout la même chose que Super Inframan ou que le Colosse de Hong Kong, c'est pas du tout la même catégorie, c'est clairement du film pour adultes, puisque cette fois, l'histoire, Jordan raconte... Alors en fait, c'est l'histoire d'un estropié qui est joué encore une fois par Danny Lee. Mais ce mec est génial, Danny Lee c'est le héros. Voilà, donc un estropié qui découvre un jour une formule pour le transformer en monstre de boue. Une formule magique. Une formule magique, et il va un peu résoudre, entre guillemets, on va dire qu'il va jouer entre guillemets les super-héros. C'est ça, il va faire le ménage dans sa ville. Voilà, il va s'occuper des affaires de viol, des affaires de mœurs, voilà, tout ce qui tourne un peu au sexe, on va dire. C'est ça, parce que dès lors qu'il y a une femme qui se fait un peu agresser ou un peu toucher de trop près, on va dire qu'il intervient et qu'il est là pour attraper le brigand. Et voilà. C'est assez zarbi comme film, parce qu'on ne sait jamais si on est dans un film fantastique, un espèce de roman porno très très soft. C'est ça. Ou un film totalement... qui sait pas où il veut aller en fait. Ouais, c'est très bizarre comme film. C'est vraiment très très étrange parce que c'est peut-être pour ça que c'est pas sorti en France, parce que ça a peut-être le cul entre plusieurs chaises. Vous imaginez une espèce de mélange entre l'incroyable Hulk, Daredevil, pour le côté avocat on va dire, parce que le mec bosse dans un cabinet d'avocat, et Justicier dans la ville, et le film de monstre façon The Incredible Melting Man. Même si moi, il me fait plus penser à la créature du marais.
Oui, il ressemble beaucoup à Swamp Thing, voilà. d'ailleurs. Hein. Je pense qu'ils ont... Que ce soit de la version comics, que indirectement de la version Wes Craven, qui Ouais. même sortira plus tard. Oui, c'est ça. Donc ils ont un petit peu anticipé le Swamp Thing. Parce que visuellement, c'est un peu le même délire. C'est un peu le même, oui, c'est un monstre qui arrête pas de couler tout le temps. C'est un film qui est très partagé, qui navigue entre les genres et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas sorti en France. La différence fondamentale entre ce film-là et ceux qu'on vous a cités avant, c'est que c'est un film qui est censé faire peur. Et le film n'y arrive pas du tout. Parce que quand vous avez un monstre aussi foireux que le monstre qu'on nous montre dans ce film-là, vous ne l'éclairez pas comme nous on est en train d'être éclairés. C'est-à-dire vous avez le monstre, on voit bien que c'est un monstre en carton, et les mecs te l'éclairent plein phare. À chaque fois qu'il se transforme, il fait... vous avez un cri comme ça avec C'est assez... avec un bruit électronique strident. À chaque fois, c'est assez... puis c'est pas surtout, dérangeant, c'est chiant en fait. Surtout, en fait, il a un visage très particulier. En fait. Il dégouline tellement qu'au final, il en devient ridicule parce qu'il a deux yeux rouges totalement idiots. Oui, il a une espèce qui sont un peu dégueulasses. Il a des dents. Il a un espèce de cœur qui bat. Qui bat, c'est très bizarre. Imaginez, vous passez d'une scène où on voit le monstre tabasser des brigands à une séquence où on voit une séquence de chirurgie vaginale. Oui, parce qu'il y a ça dans le film. Vous avez un moment où une femme a les jambes écartées dans une salle d'opération et vous savez pas du tout pourquoi, parce que ça n'apporte rien dans l'histoire en fait. C'est bizarre parce que tu vois, moi j'ai vu pas mal de films d'exploitation japonais. Et quand je vois ce film-là, où je vois toutes ces chinoises siliconées, refaites, ces histoires de viol, de meurtres, je sais pas pourquoi, mais là ça me dérange. Je sais pas pourquoi ça me dérange. Fondamentalement, je me dis, mais on dirait qu'ils ont pris toute la lie de la bourgeoisie chinoise et qu'ils l'ont mis dans ce film. En plus, je sais pas pourquoi ils sont tapés un délire dans ce film. Le premier plan du film, c'est un plan où c'est marqué « Ce film a été tourné en Malaisie dans une usine de coco ». C'est une usine où ils produisent de l'huile de noix de coco. Et je comprends pas. Le personnage n'est pas du tout attachant, le personnage de Danny Lee, parce qu'en fait c'est un mec qui est... C'est pas parce qu'il est handicapé, loin de là, c'est surtout parce que le mec est juste frustré et il ne dépasse jamais sa frustration. Parce que il veut coucher avec des femmes, mais il peut pas, parce qu'il est handicapé. Voilà. Et le mec doit en même temps résoudre ses problèmes de frustration sexuelle et lutter contre son patron, qui est l'avocat véreux number one de la ville. Et il n'arrive pas à lutter contre son patron. Donc le mec est obligé de se transformer en monstre pour arriver à ses fins. Vous vous rendez compte, il doit se transformer en merde pour réussir. Voilà, c'est littéralement ce mec de devenir une merde pour... Parce que c'est clairement un homme caca, hein, c'est un homme caca. Pour être honnête. C'est Etronman. Voilà. Vous savez que les producteurs chinois à cette époque-là, ils avaient des notions un petit peu floues sur le copyright. Ils aimaient bien emprunter des musiques de films. Parce qu'il y a une super musique signée John Williams dans le film. Ouais, la musique est signée John Williams. C'est le thème des Dents de la Mer, qu'on entend pendant tout le film. Je rigole pas. Vous entendez littéralement le thème des Dents de la Mer. Dans le film de Wu Chapian, L'ombre du fouet, c'était la musique du Haut service secret de Sa Majesté, le fameux James Bond. Là, c'est Dents de la Mer. Donc The Holy Maniac, moi ça me déçoit parce que je l'ai fantasmé pendant des années, ce film, je me dis, un petit bijou comme ça, un peu pur. Parce que sur les photos d'exploitation, le monstre est beau, quoi. Je veux dire, ils arrivent à rendre de la texture, en fait. Oui, parce qu'il est éclairé comme il faut. Pas dans le film où tu le vois arriver, bam. Mais c'est vrai que dans le film, il est dégueulasse. Mais non, le film, j'ai l'impression qu'on dirait une récup d'un monstre de Super Inframan, parce qu'il me fait penser au monstre foreuse de Super Inframan. Oui, pas faux, pas faux. Surtout, vous voyez très bien que le costume s'arrête là. Vous voyez
quand vous voyez Holly Maniac, vous voyez que le costume s'arrête là et que les mains, c'est juste les mains d'un acteur peintes en vert. Hein. C'est vrai que le costume est bizarre, il est coupé n'importe comment. Même les jambes, hein. Les jambes sont coupées. Ouais. C'est assez bizarre. T'as quelque chose à ajouter sur le film? Essayez de le voir si vous avez vraiment envie de vous faire toutes les tentatives fantastiques, mais c'est clairement pas... C'est clairement pas le film important. Non. Ça change rien. C'est vraiment si t'es complétiste à mort de la Shaw Brothers, si genre vraiment tu veux voir tout, si t'es un fan de Mangoua et que tu veux tout voir, mais franchement grosse déception je trouve. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se rattraper sur Dikotoku. À tout de suite. Cozy-Box. Et ouais. Le retour. On a fait la rentrée avec nous. Eh oui. Et je t'en prie, à toi l'honneur cette fois. Alors attends. Quel est le mot? Le mot ou le nom du jour? Eh ben on va parler de monsieur Michio Mikami, spécialiste des effets spéciaux. Oui, on n'a pas de photo parce qu'il y a presque rien qui circule sur ce monsieur-là. Bizarrement, c'est un homme assez discret, c'est ça. Apparemment. En fait, ce monsieur a fait les effets spéciaux de Super Inframan. Voilà. Il a collaboré à Super Inframan. Voilà. C'est lui qui signe les effets spéciaux. Et il se trouve, parce qu'on a fait quand même nos devoirs, on a fait des recherches, ce monsieur, plus tard, va signer les effets spéciaux des Évadés de l'espace, dont vous avez parlé en juillet. Voilà, donc le fameux space opéra de Kinji Fukasaku. Et aussi, il va concevoir les effets spéciaux d'une série très culte chez nous, à savoir Bomber X. Voilà, vous savez, la fameuse série en Super Mario Nation, donc voilà, un tokusatsu sans acteurs, qui pour autant n'est pas de l'animation, ça reste du live. Voilà, donc c'est la preuve que quand Super Inframan a été fait, on a amené, encore une fois, l'artisan du tokusatsu. Mais du coup, c'est assez marrant parce que j'avais toujours fait lien entre Sankukai et Bomber X. Et maintenant que je sais que c'est lui qui a fait les effets spéciaux des Évadés de l'espace et de Bomber X, c'est tout à fait logique d'avoir des personnages au look. C'est ça. Par exemple, le méchant qui a un casque à 3 cornes. Même les vaisseaux se ressemblent par moments. C'est assez drôle justement de voir ça. Ce qui est marrant, c'est que finalement, on se rend compte que c'est impossible de faire du toku sans les Japonais. Oui. Et le cas de ce monsieur n'est pas unique. C'est juste un cas parmi toute une galaxie de gens qui ont été sollicités. Par exemple, on a parlé du Colosse de Hong Kong, donc Kawakita, donc notamment, en plus des Godzilla, avait fait Zone Fighter, il a fait récemment, entre guillemets, Grand Sizer, le fameux Toku Sentai de la Toho. Ultraman 80 aussi, c'était Ultraman 80, voilà. Il y a d'autres monsieur, donc monsieur Arakawa, dont on avait parlé. Il avait fait Ultra Q. Exactement, voilà. Ultra Q. C'était aussi, il avait fait Les Envahisseurs Attack, d'autres films de Godzilla. Il y avait d'autres personnes, comme Koichi Takano aussi. Qui avait bossé sur War God, dont vous avez parlé en juin. Vous savez, le film obscur. Avec le dieu chinois, là. Voilà. Donc lui aussi, un homme de confiance de Eiji Tsuburaya, puisqu'il avait bossé sur de nombreuses séries Ultraman. La série originale, Ultraman. Il avait fait Ultra Seven aussi. Oui, il avait fait aussi le Ultraman australien, Ultraman Toward the Future, tout à fait. Ouais. Mais après, il y a d'autres personnes, je veux dire... Je pense à Pulgazari, le film nord-coréen. Oui, parce qu'il faut juste savoir que la Corée du Nord, à l'époque, sous la houlette de son dictateur, Kim Jong-il, voilà, de son chef du parti, on va dire, a fait des films, parce que Kim Jong-il est à la base un grand cinéphile, et d'ailleurs il a écrit énormément de bouquins sur la théorie du cinéma, qui apparemment sont très intéressants. Oui. Et il a produit donc un tokusatsu, un kaiju ega pour être précis, à savoir donc Pulgazari. Donc très honnêtement, c'est un film ouvertement ancré comme étant un film du parti, mais encore une fois, ils ont été chercher des Japonais, je veux dire notamment Teruyoshi Nakano. Voilà, donc c'est lui qui avait fait les effets spéciaux, donc qui a été un peu le successeur de Eiji Tsuburaya, le successeur direct, on va dire, voilà. Qui avait travaillé sur de nombreux Godzilla, surtout les Godzilla des années 70, sur le Godzilla de 1984, Return of Godzilla. La submersion du Japon aussi. La submersion du Japon, c'était lui, d'ailleurs, c'était un de ses plus beaux travails. Les prophéties de Nostradamus, c'était lui aussi. Et le sweet actor de ce film, c'est Kenpachiro Satsuma, qui joue Pulgazari, le fameux Godzilla des années 90. De toute l'ère SCI. Qui avait fait Hedorah aussi dans les années 70. Et Gigan aussi. Mais voilà, je dis, c'est assez drôle de voir qu'au final,
c'est toujours les Japonais qu'on trouve. Voilà, Je veux dire, même sur Power Rangers, on va chercher les Japonais. Mais c'est ça, parce que... réalisateur japonais. Ryuta Tazaki. Voilà, il a réalisé des épisodes des Sentai, il a été sur la version américaine, et après il a retourné au Japon. Il est retourné au Japon, il a fait des films. Comme Koichi... Comme Koichi Sakamoto aussi. Lui, Sakamoto, c'est assez intéressant parce que lui, il a tout fait. Oui. Il a fait du Tsuburaya, il a fait du Toei et il a fait du Power Rangers. C'est peut-être l'un des meilleurs. Il a réussi à, je veux dire, à tout combiner. Ouais. C'est un des rares à avoir réussi à. Avoir tout fait, avoir tout cumulé. Voilà, c'est pour ça, ne pétez pas les plombs parce qu'on a parlé de la Shaw Brothers. C'est quoi la moralité de l'histoire? Encore une fois, je le répète, est-ce que c'est la nationalité du film ou est-ce que c'est la nationalité de l'effet spécialiste qui fait que c'est un toku ou non? De toute manière, la moralité, c'est que tu ne peux pas faire de toku sans les Japonais. Voilà. Donc voilà, on est d'accord là-dessus. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, donc merci encore une fois de nous avoir suivis. On a plusieurs choses à vous parler. En Allemagne, donc au mois de novembre, donc du 14 au 16 novembre, il y aura la convention Weekend of Horror à Oberhausen. Voilà. Et donc Monsieur Akira Takarada, donc la star du Godzilla original et de bien d'autres films de kaiju et de science-fiction, il sera. Ouais, il sera présent. Voilà. Donc, normalement, peut-être que vous nous verrez là-bas. On ne sait pas encore. Voilà. Teasing. En tout cas, si vous avez l'occasion d'être dans le coin de Oberhausen, allez-y parce que c'est vraiment. Si vous êtes fan de cinéma d'horreur, il y a énormément. Voilà, il y a les actrices de Evil Dead, il y a l'homme qui était sous le costume d'Alien, je crois, qui avait designé les aliens. Tom Woodruff. Voilà, il y a énormément. C'est des acteurs qui jouaient les Jason, de Vendredi 13, je crois, qui y sera également. Enfin, beaucoup de personnalités. Très grande liste. On va vous mettre l'adresse du site aussi. Voilà. N'oubliez pas que Cinefuzz a une page Tipeee, donc n'hésitez pas à soutenir cette page si vous voulez nous aider. En tout cas, on apprécie beaucoup les efforts et la gentillesse des tipeurs. Vraiment, vous êtes super. Voilà. Donc, toujours pareil, Tokuscope, vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Twitter, sur le site de Cinefuzz, sur la chaîne YouTube de Cinefuzz. Voilà. Sur iTunes. Sur iTunes aussi. Sur iTunes. Ça commence à venir, voilà, petit à petit. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous et transmutez-vous. Guten Tag, Fabian. Tu te mets à l'allemand toi maintenant? Je révise.